Hello! Et oui, écoute, si tu as l'habitude d'écouter l'industrie qui fait envie, tu sais que normalement, je reçois des RH, des experts, des dirigeants. Mais écoute, je me chauffe sur un nouveau format un peu en solo. Et si je te dis tout, c'est parce que quand même, un épisode par semaine à sortir, c'est un boulot monumental et que là, je commence à être bien chargée et bien charrette pour produire un épisode par semaine avec un invité parce que forcément, il y a la contrainte de l'adéquation de nos plannings respectifs, des relances, etc., etc. Donc, je me dis, why not pour 2026, peut-être faire 2 épisodes pardon, par mois avec, des invités et 2 épisodes par mois en solo où moi, ça me prendra moins de temps et ça me permettra aussi d'avoir un peu enfin non, je prends beaucoup de kiff avec tous mes invités, mais un kiff un peu différent parce que finalement, écoute, c'est mon podcast. J'avoue, j'aime bien papoter, donc pourquoi pas le faire aussi en solo de temps en temps, histoire de faire passer mes idées encore un peu plus fort. Donc du coup, là, j'ai décidé d'y aller vraiment sans filet. J'ai marqué 3 idées sur une page Notion et l'idée, c'est aussi de pouvoir m'entraîner à la prise de parole et de réussir à enlever tous mes tics de langage que je ne supporte pas quand je m'écoute comme les voilà. Bref, tu sais tout. Maintenant, c'est parti. De quoi je vais te parler aujourd'hui? Écoute, le sujet du jour, c'est concrètement comment on fait pour attirer des candidats quand on n'a pas le produit le plus sexy ou même le procédé de fabrication. Et tu sais quoi? Cette question, elle est directement inspirée, en fait, d'un sujet qui est revenu à la table ronde sur laquelle j'étais invitée à Paris. C'était organisé par Start Industrie et le thème, de cette journée, c'était comment attirer des candidats, des investisseurs et des clients. Enfin, en tout cas, c'était quand même plutôt le thème de ma table ronde. C'est pour ça que j'étais là. Et cette grosse question de comment on fait pour attirer, même si on n'est pas super sexy, elle m'a été posée à plusieurs, reprises en tout cas, donc je vais tenter de t'apporter un éclairage ici. Alors, déjà, moi, ce que je vois derrière cette question, c'est un peu c'est beaucoup d'humilité, parce que, bah, et de comparaison aussi, parce qu'on n'a pas forcément, tous des produits, connus par, le grand public, et puis il faut aussi se dire qu'il y a des produits de première nécessité qui sont essentiels à la chaîne de valeur, qui oui, sont pas les sujets, qui sont pas les produits les plus sexy de la terre et pour autant, on en a besoin et tant qu'à faire, autant qu'il soit fait en France. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais alors pourquoi s'est pointée cette question pendant la table ronde? En fait, j'ai animé la table ronde, j'étais avec Clément Houlier. Lui, il est, dirigeant d'une start-up qui s'appelle Home, je bug, AUUM, et ils produisent, une machine, en fait, qui va venir laver en 20 secondes avec de la vapeur des verres en verre, pour remplacer l'usage des gobelets plastiques. Ils sont sur la ligne du métro depuis Paris, donc en plus hyper accessible et cetera. Donc forcément, on est d'accord, on est sur un projet sexy. Je pense aussi en disant ça à Pimpan qui fait des produits, cosmétiques, hyper écologiques et cetera. Enfin, il y a plein de boîtes comme ça et oui, bah, peut-être que toi, tu produis, des pièces usinées, destinées à l'aéro, à l'automobile ou que sais-je, qui sont inconnues du grand public. Peut-être que tu produis des contrepoids en fonte avec un procédé de fabrication pas super sexy. Peut-être que tu produis de la machine spéciale. Alors j'adore la machine spéciale. Moi perso, je trouve ça extrêmement sexy, extrêmement canon. Mais encore une fois, c'est inconnu du grand public. Peut-être que tu produis des barquettes, ou des cartons destinés à de l'emballage. Bah ouais, tu produis, c'est pas sexy, c'est pas connu, et cetera. Donc voilà, déjà, il y a l'élément de comparaison. Bah oui, écoute, c'est vrai que tous les produits manufacturiers sont pas les plus sexy du monde. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il y a quand même des solutions. On est d'accord que ces produits sont élémentaires, s'inscrivent dans une chaîne de valeur, et vont potentiellement être un maillon de la chaîne. Je sais pas, tu produis tes pièces usinées, in fine, elles iront sur un avion, ou sur une voiture ou que sais-je. En tout cas, c'est des pièces qui sont élémentaires. Alors, maintenant, je vais, te donner, en fait, toute la méthode que moi j'utilise lorsque j'interviens sur ces sujets pour déployer la marque employeur, d'une entreprise industrielle, puisque c'est quand même mon cœur de métier. Alors comment je procède? Déjà, je pense qu'il faut que tu te rappelles un truc essentiel,
C'est que toi, en tant que dirigeant, eh bien, tu as, autre chose qu'un produit sexy. Tu as une histoire, tu as des valeurs, tu as une ambition, tu as une vision et tu as toi. En fait, il faut pas oublier qu'il y a simplement, des candidats qui peuvent juste avoir envie de bosser pour toi. Bah ouais, je te jure. J'en reviendrai sur mon point 4. Tu vas comprendre comment on fait ça. Et forcément, c'est par là que commence le travail de marque employeur. En fait, c'est un peu ce qu'on va appeler l'identité de ta boîte, l'identité de ton entreprise. J'imagine que quand tu as soit lancé ton entreprise ou peut-être quand tu l'as repris en fonction, tu as travaillé ce sujet aussi côté produit, côté marketing. Quel est votre positionnement? Quel est l'ADN de votre produit? Quelle est la promesse? Mais en fait, on a tout piqué au marketing, hein. La marque employeur, c'est du marketing appliqué au RH, ni plus ni moins. Donc, la méthodologie est la même. Et donc, cette étape de cartographier et d'avoir une vision claire sur votre identité, c'est clairement l'étape marketing du travail autour du positionnement. C'est tout pareil. OK? La deuxième étape, je vais te poser une question cash. Est-ce que tu sais factuellement dire pourquoi il vaut mieux travailler chez toi plutôt que chez ton voisin? Je te laisse réfléchir 2 secondes. Généralement ah non, j'arrive pas, tu vu? J'arrive pas à arrêter de parler, je supporte pas les blancs. Alors, généralement, la réponse est: «Je ne sais pas». Je ne sais pas. Alors, c'est justement là qu'il faut aller travailler. Je faisais le parallèle avec le marketing produit, c'est exactement pareil. En RH, on va avoir besoin d'une promesse. Quelle est ta promesse en tant qu'employeur? Qu'est-ce que tu offres à tes collaborateurs en échange de leur travail? Tu vois, il est là le cœur du sujet. Et forcément, tout ne sera pas parfait. Et je veux dire, c'est OK. Mais il y a forcément des petits éléments différenciants que tes collaborateurs vont trouver chez toi qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Alors, concrètement, on parle de quoi? Bah, ça on va parler, par exemple, bah oui, de rémunération, évidemment, tu me vois venir. On va parler des avantages, mais qui sont pas forcément, enfin, qui sont pas de la rémunération, hein. Ça peut être toutes sortes, d'avantages. Alors là, s'il te plaît, ne me parle ni de la mutuelle, ni du pass Navigo, parce que clairement, sinon je vais faire un infarctus, hein. Ça ne compte pas. On essaye de trouver des trucs qui sont un peu sympas, qui sont un peu différents. On va parler aussi, bah, de ta culture managériale. Quel est, le management, les relations entre les personnes dans ta boîte. On va parler aussi, bah, des processus. C'est hyper, hyper essentiel. J'en reviens juste après, mais voilà, comment est structurée l'entreprise? En tout cas, c'est tout ça qui fait, voilà, ce qu'on appelle une promesse employeur. Le terme, RH s'appelle l'EVP, l'Employee Value Proposition. Sorry, pour, mon accent anglais. J'avoue, j'ai pas fait d'effort. En tout cas, voilà, là, on s'attache à dire: «Qu'est-ce qui fait votre différenciation?» Et quand on fait ce travail, heu, il faut il faut se le dire, ce ne sera pas parfait. C'est-à-dire que forcément, vous ne pouvez pas avoir travaillé toutes les briques pour être parfait et surtout parfait aux yeux de tout le monde. On ne cherche pas à plaire à tout le monde, on cherche à plaire aux bonnes personnes qui vont savoir ce qu'elles vont trouver chez vous. Ça, c'est hyper essentiel. Et ensuite, voilà, on priorise, c'est-à-dire que possiblement, on va trouver des sujets un peu qui grattent ou qui déplaisent et il va y avoir des quick wins à déployer pour trouver, une solution rapidement, possiblement, il va y avoir des sujets qui vont être beaucoup plus structurants, qu'il faut inscrire ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y en a certains qu'il faudra inscrire dans la feuille de route à, 2 ans, à 3 ans et cetera, dans la lignée de ta feuille de route business et voilà, c'est OK. Vous ne serez pas parfait, mais par contre, vous aurez un mapping clair. Ensuite, bah, il faut s'attacher à la tenir, cette promesse parce que sinon ça tient pas la route. Sinon, tu vas vendre un peu du rêve, tu vas vendre des paillettes et puis une fois que le candidat, il va arriver dans ta boîte, il va se dire: «Non mais attends, on m'a vendu du vent et en fait, c'est pas du tout ce que je trouve dans la boîte». Non, ça, on veut absolument pas que ça se produise. Donc on est vraiment focus sur l'essentiel. Est-ce que je m'assu comment je m'assure que cette promesse, je la décline bien et elle est véritablement,
Enfin, c'est véritablement ce qu'on trouve et la manière dont elle est vécue par l'ensemble de mes équipes. Et alors là, comment on s'en assure? Comment on met un garde-fou autour de ça? Et ben là, il faut bosser sur, les enjeux de la performance RH, hein. Il faut avoir une stratégie qui soit clairement définie, une feuille de route sur 1 an, une feuille de route sur 3 ans, hyper, hyper essentiel. Il faut vraiment optimiser tes processus RH aussi parce que c'est, le seul moyen. Il faut se rappeler que comme en business, hein, c'est l'acquisition la plus compliquée. Donc une fois qu'on a, des candidats et des collaborateurs, bah, des candidats dans les tuyaux en processus de recrutement et des collaborateurs qui sont dans les ateliers, bah, en fait, il y a, un truc essentiel à ne pas négliger, c'est s'assurer de bien les traiter et bien les traiter, leur garantir une expérience, ça part ça passe, par des processus vraiment aux petits oignons. Si je te donne un exemple, si ton process de recrutement, il dure 6 semaines, que tu as 5 entretiens, que, la RH, au RH, ils ont oublié de demander 15 000 papiers, qu'il faut faire des allers-retours et cetera. Là, tu es sur un process qui est défaillant. Moi, personnellement, tu me fais ça, mais je vais te dire: «Mais écoute, voilà, je ça me gonfle ton process de recrutement, donc j'ai plus envie de fuir que de rester». Voilà, donc vraiment, on s'assure de tenir ces process. Et enfin, le quatrième pilier, bah, c'est d'en parler. Voilà, c'est ce qu'on va appeler la communication employeur. On a défini en fait en amont toute la ligne éditoriale. Et bien maintenant, comment on fait pour en parler? Comment on duplique les messages? Quels canaux de communication on utilise? À qui on s'adresse aussi, hein? Ça, c'est un travail qui est essentiel à cette étape-là. À qui on s'adresse? Où sont-ils? Tu vois, le parallèle avec le marketing produit, bah, c'est quelle est notre cible? C'est quel est notre client idéal? Et bah, là, on fait exactement le même travail. On va s'attacher en fait à résoudre des points de douleur. Je donne souvent un exemple à cette étape-là. C'est l'exemple de la marque employeur, enfin, d'une campagne de marque employeur portée par Sodebo sur les techniciens de maintenance. En fait, ils ont fait un truc super malin. Ils se sont rendus compte en travaillant sur le terrain que les techniciens de maintenance en avaient ras-le-bol de chercher leurs outils aux 4 coins de l'atelier. Franchement, c'est vrai que c'est insupportable. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont communiqué sur le fait que chaque, technicien de maintenance avait sa propre servante, en plus une belle servante, et ils l'ont mis directement dans leurs différents outils de communication. Et c'est génial, franchement, c'est brillantissime. Faites la même chose, mais ça, il faut aller sur le terrain, et cetera. Et surtout, toi, tu as aussi un rôle à jouer en tant que dirigeant parce que comme je te disais, on a envie de travailler pour un patron qui est, engagé, qui a une vision, qui sait nous dire où on va et cetera. C'est trop, trop puissant. Voilà, écoute, je t'ai expliqué, toute ma méthode. Alors toute ma méthode, non, en 12 minutes, je ne peux pas tout te livrer, mais en tout cas, les différentes briques de ma méthode pour accompagner l'attractivité d'une industrie. Tu vois qu'il y a finalement des choses qui sont assez essentielles, qui vont servir à la fois, ta performance RH, mais évidemment ta performance business. Pour moi, l'enjeu, il est toujours là, de partir de quelle est ta feuille de route, business et comment on la déploie côté RH et comment on mobilise les bons outils, les bons leviers pour faire que ta stratégie RH serve ta stratégie business. Voilà, donc moi, ce que je te propose, si tu as besoin d'en savoir plus déjà, tu peux me laisser des commentaires, juste en dessous, j'y répondrai. Et sinon, je te mets le lien de mon calendrier. Si tu as des questions, je prends, avec grand plaisir une demi-heure pour qu'on puisse en discuter tous les 2. Écoute, j'espère que cet épisode t'a plu, t'a apporté de la valeur. J'avoue, je me suis bien marrée, j'ai passé un bon moment. Donc maintenant, je te dis à bientôt. Bye.